Aujourd'hui, j'ai la chance de vous parler en avant-première du tout nouveau boîtier de chez Nikon, le Nikon Z5 II qui vient tout juste d'être annoncé. C'est un boîtier extrêmement intéressant parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, il révolutionne rien, il apporte pas vraiment de nouveautés, mais en revanche il coche toutes les bonnes cases de ce qu'on attend dans un boîtier de ce tarif-là. Et c'est vrai que du coup c'est un positionnement qui est assez particulier. Je vais vous aider justement à savoir un petit peu comment se positionne ce nouveau Z5 II par rapport au reste de la gamme Nikon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de recevoir le boîtier en avant-première, donc ça se passe avant la sortie du boîtier et avant l'annonce. Donc au moment où je tourne cette vidéo et où j'ai le boîtier entre les mains, ce boîtier est confidentiel, donc je peux pas aller faire des tournages un petit peu partout avec pour voir un petit peu dans plein de conditions ce que ça donne. Non, je suis obligé de rester dans un cadre assez privé pour pas qu'on me voie avec ce boîtier tout simplement, mais ça me permet déjà d'avoir un bon premier aperçu de ce boîtier et voir surtout comment il se positionne. À savoir que moi j'utilise au quotidien un Z8 et un Z6 III, donc ça me permet de voir un petit peu ce que peut faire le Z5 II par rapport au Z6 III qui est son grand frère en fait. Et donc le Z5 II déjà en quelques mots c'est un petit peu un Z6 III avec un peu moins de fonctionnalités. Je dirais que le boîtier qui se rapproche le plus de celui-ci, c'est peut-être le Nikon ZF. Je vais vous parler un petit peu de toutes ses fonctionnalités, bien sûr. Et on va dire que c'est aussi un Z6 II++. D'accord? Donc si on peut voir un petit peu ce positionnement-là, c'est beaucoup mieux qu'un Z5 première génération, c'est un petit peu mieux qu'un Nikon ZF et surtout une ergonomie différente, et c'est aussi un petit peu mieux qu'un Z6 II sans aller au niveau d'un Z6 III. Voilà, si vous deviez le positionner, moi je dirais que c'est un ZF++ avec une autre ergonomie ou un Z6 II++. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler d'ergonomie. Donc déjà, il y a un écran rotatif comme sur le Z6 III, c'est exactement le même écran. Donc ça peut être pratique pour certains qui veulent se filmer, format vlog, etc. C'est extrêmement pratique d'avoir un écran de ce style. Et après, sur le reste de l'ergonomie du boîtier, vous pouvez voir que sur le dessus, contrairement au Z6 III, il n'y a pas le petit écran qui est ici. Du coup, la molette qui est normalement à cet endroit-là, sur le Z6 III, elle arrive juste ici pour la sélection des modes, mais il n'y a pas de petit écran sur le dessus. En revanche, sur le reste de l'ergonomie et la prise en main du boîtier, pour moi c'est équivalent à un Z6 III, le grip est assez profond, on a une bonne prise en main, et si on compare par rapport à l'ergonomie du Nikon ZF, c'est un super boîtier le ZF, mais moi j'avais pas trop aimé la prise en main, parce que c'est un boîtier un peu plus vintage, donc on n'a pas ce gros grip là, même s'il y a une poignée qui peut se mettre en accessoire, c'est pas tout à fait pareil que d'avoir tout ça inclus dans le boîtier. Donc la prise en main, moi je la trouve vraiment excellente, et j'ai vraiment l'impression d'avoir un Z6 III en fait dans les mains, mis à part le dessus finalement. Au niveau des autres boutons qu'on trouve sur le boîtier, c'est également la même disposition que sur un Z6 III. Il y a juste un petit bouton ici en plus qui nous permet de sélectionner le profil d'image qu'on veut choisir. Mais de manière générale, en termes d'ergonomie, on est à la maison, hein, c'est comme un Z6 II ou un Z6 III. Pour ce qui est des connectiques sur le côté, ça s'approche plus du Z6 II parce qu'il y a une prise micro, une prise casque, une prise HDMI qui est une micro HDMI et une prise USB-C. Sachant que sur le Z6 III, il y a une prise HDMI grand format, ce qui est pratique quand on a juste un câble HDMI classique. Là, c'est un micro HDMI qu'il faut, donc il faut un petit adaptateur. Pour ce qui est de la construction du boîtier, elle est très proche d'un Z6 III. Donc c'est un boîtier qui est en alliage de magnésium, donc ça en fait un boîtier très résistant, mis à part le dessous qui n'est pas en alliage de magnésium. Et donc la robustesse du boîtier et la résistance aux intempéries est équivalente au Nikon Z6 III ou aussi au D850 pour ceux qui ont des boîtiers un peu plus anciens. Voilà, c'est l'équivalent de ces boîtiers-là en termes de résistance au temps. A noter que la batterie est la même que sur un Z6 III ou un Z8 ou un Z6 II, etc. Enfin, c'est la batterie classique qu'on trouve là. Il y a également, bien sûr, ici un joint pour faire l'étanchéité au niveau de la batterie. Et pour ce qui est des ports de carte SD, ça prend en charge 2 cartes SD qui sont compatibles UHS 2. Donc contrairement au Z6 III qui a un CF Express et une carte SD, ou le Nikon ZF qui a une carte SD et une micro SD, là, c'est 2 cartes SD classiques. Rentrons maintenant un petit peu plus dans le cœur du boîtier. Et c'est quoi comme capteur qu'il y a là-dedans? Alors c'est un capteur plein format de 24 mégapixels. C'est le même capteur que sur un Z6 II, c'est le même capteur que sur un Nikon ZF. C'est un meilleur capteur que sur le Z5. Le Z5, c'était pas un capteur rétroéclairé, donc les performances vont être meilleures que sur un Z5. En revanche, on retrouve le capteur du Z6 II et du ZF. C'est pas le même capteur que le Z6 III. Le Z6 III a un capteur qui est unique dans la gamme Nikon. C'est un capteur semi-empilé, donc qui n'est pas le même capteur bien sûr que les Z8, Z9. Donc le capteur c'est le même que sur un Z6 II ou un Nikon ZF. En revanche, il sera plus performant qu'un Z6 II parce qu'à l'intérieur, il y a le nouveau processeur. C'est le même processeur qu'on retrouve sur le Nikon ZF, mais qui n'était pas présent sur le Nikon Z6 II. Donc les performances du capteur, quand je dis performance du capteur, ça veut dire performance en basse lumière. Forcément, avec un meilleur processeur, il y a un meilleur
traitement derrière, donc il y a des meilleures performances en basse lumière qu'un Z6 II, des performances équivalentes à un Nikon ZF, meilleure détection des sujets en basse lumière, etc. En tout cas, ça rend le capteur plus performant d'avoir un meilleur processeur. Que l'autofocus, c'est jusqu'à 3 fois plus rapide que le Nikon Z5, bien plus performant qu'un Z6 II, hein, du fait d'avoir ce processeur à l'intérieur. Il y a le suivi 3D qui est quelque chose d'extrêmement important. Moi, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, aussi bien en photo qu'en vidéo. Je trouve que c'est un mode qui est extrêmement pratique. On a juste à cliquer sur l'écran, sur la zone qu'on veut suivre, sur l'objet qu'on veut suivre, et ça va suivre l'objet ou le sujet. Et pour la détection des sujets, il y a la détection des êtres humains, des animaux, des oiseaux, des avions, des voitures. C'est équivalent de ce qu'on trouve sur un Z6 III. Donc ça, c'est vraiment super parce que si vous choisissez un Z5 II, vous avez une performance d'autofocus qui est très très grande. Il y a juste le Z8 ou Z9 qui seront peut-être un tout petit peu plus performants, mais vous avez quasiment les capacités que vous avez sur un Z6 III. Donc là, en termes de performance d'autofocus, je pense que vous ne serez pas déçus si vous choisissez ce boîtier. Également, point très important aussi bien en photo qu'en vidéo, c'est la stabilisation du capteur. C'est la même stabilisation de capteur que sur le Nikon ZF, qui avait une fonction qui était arrivée qui s'appelle le Focus Point VR, qui permet en fait de stabiliser le capteur à l'endroit où on met au point le sujet. Je m'explique, si par exemple vous faites une photo d'un sujet qui est sur un coin du cadre, par exemple vous voulez cadrer une moto sur la gauche, le capteur va se stabiliser d'une autre manière pour que la zone où il y a le sujet que vous mettez en focus soit la plus stabilisée possible. Voilà, c'est comme ça qu'il arrive à avoir une meilleure performance en stabilisation en photo. Et aussi en vidéo, si vous faites des vidéos en main levée, ça fonctionne vraiment très bien. Il y a eu une bonne évolution depuis le Nikon ZF et on peut faire pas mal de choses à main levée. Un point qui peut être peut-être important pour certains, c'est que le Z5 II embarque le pré-déclenchement. C'est une fonction qui était arrivée avec le Nikon Z9, Nikon Z8, il y a aussi le Z6 III qui a le pré-déclenchement. En fait, à quoi ça sert? Si vous ne connaissez pas cette fonction, ça permet de pouvoir paramétrer du pré-déclenchement. Alors c'est juste en format JPEG, c'est pas en format RAW, mais si par exemple vous faites des photos animalières ou des photos d'action, etc., il y a un temps que vous devez déterminer dans le boîtier et un nombre d'images, il va garder en mémoire avant que vous déclenchiez. En fait, il y a une sorte de buffer à l'intérieur, et quand vous allez par exemple avoir une action qui va se passer devant vous, par exemple sur un combat de boxe, un coup de poing qui est donné à l'adversaire, et si vous prenez la photo au moment du coup de poing, c'est difficile d'avoir la bonne action, mais le boîtier garde en mémoire ce qui s'est passé juste avant. Donc vous allez toujours avoir la bonne photo de l'action. Même en animalier, ça peut être extrêmement intéressant, le décollage d'un oiseau, etc. Donc ça, c'est super d'avoir cette fonctionnalité qui est très utile pour certains à l'intérieur du Z5 II. Également, le boîtier embarque le Nikon Imaging Cloud. Alors si vous connaissez pas ce terme, c'était arrivé avec le Z6 III. Si vous voulez sauvegarder vos photos à distance, donc c'est ça le Nikon Imaging Cloud, c'est un cloud qui appartient à Nikon, et en fait ça va sauvegarder vos photos sur ce cloud. Si vous voulez plus de détails, il y a pas mal d'informations sur internet là-dessus. Si on parle un petit peu de vidéo maintenant, point très important, ce Nikon Z5 II, il peut enregistrer en format RAW en interne, malgré le fait qu'il y ait des cartes SD. Ça, c'est assez bluffant parce que le format RAW en interne, c'est quelque chose d'assez récent. On peut faire du RAW en interne dans un Nikon Z9, dans un Nikon Z8 ou un Nikon Z6 III. C'est les 3 seuls boîtiers dans la gamme Nikon qui peuvent faire ça à l'heure actuelle. Et le Z5 II peut faire ça également. Alors il y a certaines limitations du fait que ça soit des cartes SD, forcément on ne peut pas avoir autant de vitesse d'enregistrement que sur une CF Express, donc il faut savoir que le format NRAW en interne, on peut enregistrer jusqu'en 4K 25 images par seconde, mais pas au-delà, d'accord? Sur d'autres formats on peut aller plus loin, j'en parlerai après, mais si vous souhaitez faire du RAW en interne, ça s'arrête en 4K 25. C'est un point important à connaître, mais en revanche, pour enregistrer en format RAW en interne dans un boîtier de cette gamme de prix, c'est du jamais vu. Alors pour ceux qui connaissent peut-être pas trop la vidéo, à quoi ça sert d'enregistrer en format RAW, c'est un petit peu comme le format RAW qu'on a sur nos photos. Ça permet en fait d'avoir un fichier assez plat en termes de colorimétrie, mais aussi de pouvoir avoir pas mal de flexibilité en post-production. Les images doivent être traitées par la suite, parce que par exemple on peut changer la balance des blancs en post-production. Ça c'est un point qui est extrêmement important, et moi dans mon travail en tant que vidéaste, c'est un point essentiel. Si par exemple vous faites des vidéos dans un lieu qui a pas mal de changements de lumière, vidéo de concert par exemple, vous pouvez adapter votre balance des blancs en post-production et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Contrairement à tous les autres formats de vidéo qui se rapprochent un peu plus du JPEG, où là vous devez mettre la bonne balance des blancs avant la capture de la vidéo. Là vous pouvez faire ça en post-production et du coup vous êtes sûr de ne pas vous tromper. A noter également qu'au-delà du NRAW, bien sûr, on peut enregistrer en N-Log, qui permet d'avoir un profil plat avec très peu de couleurs, comme ça on fait tout ça en post-production également. En revanche, il n'y a pas de ProRes RAW en interne, c'est un point important à savoir. Contrairement au Z6 III qui peut faire du NRAW, du ProRes RAW, là il n'y a pas le ProRes RAW. En revanche, pour les autres codecs plus classiques, plus standards, il y a le classique H264 8 bits, le H265 8 bits et le H265 10 bits.
Moi, c'est le format que j'utilise le plus si je n'utilise pas de format RAW, c'est le H265 10 bits, souvent en N-Log. Donc ça, bien sûr, c'est possible avec le Nikon Z5 II. Pour ce qui est du nombre d'images par seconde pour les formats non NRAW, donc si par exemple je me mets en H265 10 bits, même en N-Log, on peut aller jusqu'en 4K 60 images par seconde. À noter que si vous mettez en 4K 60 ou en 4K 50, il y a un crop dans l'image, donc il n'y a pas une lecture complète du capteur. C'est un point important à savoir, donc c'est seulement en 4K 25 que vous avez la lecture complète, ou alors pour les images plus rapides, vous avez du 120 images par seconde en 1080p. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour des fonctionnalités aussi bien en photo qu'en vidéo du Z5 II, et j'espère que ça vous a aidé à le positionner un petit peu, donc où il se positionne. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est un Z6 II++, c'est beaucoup mieux qu'un Z5, c'est aussi un peu mieux qu'un Nikon ZF avec une autre ergonomie, et au vu du tarif auquel est proposé ce boîtier, donc c'est 1899 €, bah c'est pas aussi performant qu'un Z6 III, mais le Z6 III c'est quasiment 1000 € de plus. Je trouve qu'il embarque tout ce qu'il faut, et je pense que pour pas mal d'entre vous, vous avez largement ce qu'il vous faut, aussi bien en photo qu'en vidéo. À vous de voir si vous avez les fonctionnalités qui vous intéressent sur ce boîtier. Donc comme je le disais en préambule, bah, je trouve que ce boîtier, bah, il révolutionne rien. Forcément, il n'y a pas de nouveauté précise à vous présenter ici, mais en revanche, il coche toutes les bonnes cases d'un boîtier qu'on attend dans cette gamme-là, parce qu'il y a énormément de fonctionnalités, il y a une énorme progression par rapport au Z5, et il me rappelle un petit peu le D850 qui, lorsqu'il était sorti, il apportait pas vraiment de nouveautés non plus, mais pareil, il cochait toutes les bonnes cases, il avait tout ce qu'il fallait en fait pour en faire un boîtier ultra complet, et c'est un peu la même chose de Z5 II. Voilà, il a tout ce qu'il faut pour en faire un boîtier très complet, il fait moins de choses en vidéo qu'un Z6 III, mais pour certains, vous avez peut-être pas besoin de tout ce que fait un Z6 III. En photo, il est également extrêmement performant, avec un super autofocus. Franchement, moi, le temps que j'ai passé avec, c'était assez succinct, je l'ai eu pendant quelques jours, dans des conditions spécifiques, vu qu'il y a la confidentialité, j'aurais aimé l'amener un petit peu de partout pendant plus de temps pour voir un peu ce qu'il avait un peu plus dans le ventre. Pour moi qui utilise au quotidien dans mon travail un Z6 III, bah, quand j'ai eu ce boîtier en main, je suis à la maison, j'ai quasiment l'impression d'avoir un Z6 III entre les mains, donc c'est vraiment cool. Je trouve que c'est un super boîtier, donc voilà, n'hésitez pas à l'essayer. Je pense que c'est hyper important lorsqu'on choisit un boîtier d'essayer d'aller prendre en main, aller en boutique, voir un petit peu si vous n'avez pas de boîtier Nikon notamment, voir si l'ergonomie vous plaît, etc. Et puis si vous êtes déjà propriétaire d'un Nikon, bah, j'espère que ça vous aura aidé et vous aiguiller à savoir si vous avez les fonctionnalités qui vous plaisent, etc. Moi, je trouve que voilà, c'est un bon compromis ce boîtier et je pense qu'il va intéresser pas mal de monde. Si vous souhaitez précommander ce boîtier, à savoir qu'il sera disponible à partir du 24 avril, je vous invite à aller sur le site français Digitphoto sur lequel j'ai un code créateur. Ça vous coûte rien de mettre un code créateur, c'est juste lors de votre panier, lors de l'achat, il y a un endroit code créateur, vous renseignez Dimitri et en fait c'est Digitphoto qui me remet une partie de son bénéfice, hein, ça vous coûte rien à vous, mais moi ça me soutient beaucoup. En tout cas, si vous avez la moindre question, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me la poser dans la zone de commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et faites de belles photos, belles vidéos. Salut!